Tout de suite, on va laisser place à nos élus sur les territoires. Et donc, je vais appeler dès à présent, et afin qu'ils nous donnent un petit peu de leur vision, en lien avec tous les secteurs qui peuvent traverser nos territoires, en lien avec leur expérience, leurs compétences, leur mandat aussi, en l'occurrence sur le numérique, nous donner leur vision de ce qu'il faudrait peut-être, de comment ils verraient demain le reconditionné se développer au service de l'inclusion numérique sur leur territoire, avec peut-être quels moyens, dans quelle logique. Et donc tout de suite, j'appelle Monsieur le Président Jacoberti du Sicoval, bien évidemment. J'appelle également Manu Reynaud, qui est adjoint au maire de Montpellier, mais également conseiller métropolitain au numérique à Montpellier Méditerranée Métropole, et puis Marc Stulzmann, qui est conseiller régional au numérique. Je vous laisse nous rejoindre. Bien, permettez-moi de vous saluer à nouveau, et puis je suis heureux d'être entouré de deux amis avec lesquels cela fait maintenant un certain temps que nous abordons ces questions-là. C'est à la fois l'inclusion, mais aussi la question de la responsabilité en matière de numérique. Donc merci Manu, vraiment d'être venu de Montpellier Métropole, et merci Marc de représenter ici la région. Voilà, je pense que nous allons tenter de peut-être partager avec vous quelles sont aujourd'hui nos ambitions, peut-être nos préoccupations aussi, et donc les questions qui se posent auxquelles, tôt ou tard, nous pensons qu'il sera nécessaire de répondre. Alors vous le savez, et cela se ressent malgré tout, le numérique va vite, va très vite, alors même que nos politiques publiques, nous les trouvons toujours trop lentes dans donc leur implémentation sur le territoire. Cela fait bien des années que nous parlons inclusion, cela fait bien des années que nous sentons effectivement que le numérique devient extrêmement consommateur de ressources et qu'il nous faut effectivement atteindre la sobriété. Pour autant, nous revenons en permanence sur un certain nombre de sujets avec cette impérieuse nécessité de ne pas baisser la garde. Je crois que c'est fondamental, et votre présence là en témoigne. Nous aimerions quelquefois plus d'initiatives, particulièrement d'ailleurs, alors sans que ce soit aisé de notre part, au niveau du gouvernement, et particulièrement en matière de moyens, et bien des sujets sont aujourd'hui source d'illustration. Prenez le cas de l'inclusion numérique. Nous avions réussi à convaincre un secrétaire d'État, Cédric O, à mettre vraiment le paquet au sortir de la pandémie pour notamment agir contre l'électronisme. Cela avait d'ailleurs été suivi d'effets. Nous étions à 220 millions d'euros de plan. Et aujourd'hui, nous nous battons encore, alors même que les moyens sont en réduction, et puis les économies, 10 milliards d'abord, 12 milliards ensuite, donc nous inquiètent, enfin en tout cas les annonces nous inquiètent donc dans une très large mesure. Alors moi j'ai simplement deux messages à vous adresser qui concernent sans doute la vision que nous avons. D'abord, le premier message peut être plus global sur la question de notre responsabilité collective. Vous l'avez vu, les territoires prennent des initiatives, pas tous, j'y reviendrai. Et la question, effectivement, de la responsabilité, aujourd'hui, s'intègre dans une politique beaucoup plus large, qui est celle que nous appelons d'ailleurs volontiers avec l'ADEME, donc liée à la sobriété matière, d'une façon générale, c'est-à-dire avoir un changement de paradigme quant à notre propre empreinte environnementale, notre propre consommation. Beaucoup d'exemples ont été cités, la question du réemploi, mais aussi la question sans doute des mines urbaines
comment, lorsque le réemploi n'est plus possible, pouvoir, et cela a été évoqué ce matin, pouvoir aller jusqu'à la récupération dans un monde où les ressources de toute façon sont limitées, et une récupération qui ne nécessite pas sans doute une empreinte environnementale elle-même aussi élaborée, donc une récupération qui peut être organisée localement, peut-être à l'échelle de la région, voire d'interrégion, de façon à donc permettre ce que demain nous n'arriverons plus à mobiliser, ce sont les ressources élémentaires en fait des matériaux du numérique. Donc cette question de la sobriété matière, elle impose un changement de paradigme dans notre approche effectivement de notre consommation. Aujourd'hui, nous en sommes encore souvent, et nous sommes en pleine préparation budgétaire, en tout cas pour les collectivités territoriales, à raisonner uniquement équilibre financier. Et à cet égard, il y avait, il y a quelques jours, une intervention de la Banque des Territoires concernant notamment l'inclusion numérique, dans le cadre d'un cycle que la Banque des Territoires donc, a organisé. Nous en étions encore à nous poser la question des équilibres financiers, avec l'annonce effectivement d'une réduction de la part de l'État des aides à l'investissement, alors même que dans le même temps, sans ces investissements, point de salut en matière notamment de sobriété matière. Donc là, il y a une vraie équation à résoudre, à la fois globale, quelles sont les places de nos différentes strates, mais aussi très locales, nous le sentons bien, comment peut-on être conforté dans le développement de ces politiques, et y compris en matière de solidarité territoriale. C'est vrai que nous représentons, que ce soit à Montpellier Métropole ou au Sicoval, voire même globalement sur la région Occitanie, des collectivités ou des regroupements dynamiques sur ces questions-là, mais bien des EPCI, y compris en Haute-Garonne, ne peuvent pas encore prendre le train en marche, et donc la notion de démonstrateur à cet égard est fondamentale. Donc voilà, le premier message que je souhaite adresser, c'est que nous conduisions toutes et tous ce changement dans l'appréciation même de notre impact environnemental, dans cette approche sobriété matière, et non plus, comme cela est encore loi, sur la question de l'équilibre financier. Le deuxième message, c'est le rôle des territoires. Vous le voyez aussi, nous constatons d'énormes carences dans les initiatives globales, dans le monde économique traditionnel. Nous avons parlé de SS, d'économie circulaire, là où sans doute la valeur humaine, l'approche sociale a toute son importance, mais nous aurons réussi sur un territoire à relever ce challenge qu'à partir du moment où tout le monde économique sera embarqué dans le même bateau. Et là, il y a encore un réel travail à réaliser en proximité. Les EPCI sont sans doute les plus adaptés, tout en emportant évidemment les communes avec eux, dans la mesure où ils ont cette compétence d'animation économique qui est essentielle en la matière. La question, bien évidemment, du rôle de proximité qu'il joue est fondamentale. Sans cette action locale, point de salut. À cet égard, donc, nous avons aussi, et là c'est majeur, un rôle d'exemplarité à jouer. Et donc, l'exemplarité ne jouera pleinement sur les territoires qu'à partir du moment où toutes les collectivités territoriales seront embarquées dans cette aventure. La question de la solidarité, je l'ai mentionné plus globalement, elle existe aussi localement. D'ailleurs, cette semaine du numérique responsable sur le territoire du Sicoval n'est possible que par la participation des communes de notre territoire. Et dès vendredi dernier, d'ailleurs, vous avez eu un certain nombre d'opportunités de pouvoir regarder ce qui se faisait localement. Elle est à tout niveau. Cela, d'ailleurs, a été bien illustré par le conseiller numérique, alors je crois que c'est Anthony, qui nous a dit, voilà,
qu'en Occitanie, il y avait des départements pour lesquels il manquait en fait des flux permettant justement d'assurer ce réemploi. Et sans doute cela touche aussi toutes les démarches d'inclusion, de fait. Si on n'apporte pas le matériel, on sait qu'inévitablement l'inclusion ne sera pas au rendez-vous. Donc nous avons à la fois sur nos propres territoires un rôle de solidarité à jouer, mais aussi globalement à structurer cela sur des territoires beaucoup plus vastes. Et là, en ce qui nous concerne, au niveau de l'Occitanie, je pense que Marc nous dira quelques mots. Il y a là aussi, je pense, de grandes différences entre la nature même de nos EPCI. Il est vrai que, et je le dis souvent dans notre association nationale des interconnectés, les métropoles ont quand même un temps d'avance, autant être clair. Elles peuvent apporter immédiatement, avec quelques marges de manœuvre, des réponses, là où sans doute les agglos, mais je pense particulièrement aux communautés de communes, sans parler bien évidemment des communes rurales, où il est beaucoup plus difficile effectivement de se lancer dans ces politiques-là. Et donc la solidarité territoriale, là aussi, a tout son sens. Et puis, il nous faut, et je terminerai mon propos en faisant quelques parallèles d'ailleurs avec d'autres sujets qui nous préoccupent actuellement, il nous faut trouver des modèles qui tiennent la route. Alors, je vais oser un parallèle. Vous savez que nous sommes toujours en pleine crise agricole, et à cet égard, le gouvernement a souhaité remettre en avant Egalim, en disant il faut absolument que tout le monde soit conforme. Alors nous avons la loi Rennes, la loi AGEC, etc., qui ne touchent pas d'égale façon d'ailleurs tous les territoires. Nous regardons de très près aussi les directives qui vont sortir sur la cyber, NIS 2, etc. Enfin voilà, nous sommes avec des seuils. Or, il nous faut amener tous les territoires, sans quoi nous n'y arriverons pas. Et donc, je pense qu'il nous faut en fait, à un moment ou à un autre, avoir les mêmes outils que ceux qui prévalent aujourd'hui dans le monde alimentaire. On parle effectivement d'Egalim, on parle aussi de sécurité sociale alimentaire. Je pense qu'il nous appartient, sans doute, d'inventer une forme de sécurité sociale du numérique, avec cette solidarité nécessaire de tout le monde, du producteur au consommateur, entre guillemets, pour nous l'usager, dans la mesure où, s'il n'y a pas embarquer donc dans les mêmes politiques tous les acteurs aujourd'hui du territoire, eh bien forcément nous n'y arriverons pas. Alors certes, il y a encore pour certaines entreprises la possibilité de faire un pas de côté et de continuer sa route avec des œillères comme si de rien n'était. Ça a été très bien dit par donc le représentant des Nedis, et cette volonté au sein même des entreprises de donner du sens aussi à l'engagement et de convaincre aussi finalement l'ensemble des entreprises que ce sens-là aura de toute façon donc une portée positive pour l'avenir. Et donc je pense qu'il nous faut trouver des modèles qui ne se réduisent pas à la question de l'inclusion, mais bien à la question générale de l'usage du numérique dans notre société. Pouvoir allier effectivement cette question de la sobriété matière des grandes filières de réemploi et donc aussi de récupération, de recyclage, avec une solidarité territoriale et de réelles politiques sur un bassin suffisant pour jouer cette solidarité dont je parlais, et effectivement stabiliser en fait des modèles économiques dans lesquels nous trouverons tout autant effectivement une monétisation du recyclage que de la solidarité, que de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire avec une approche beaucoup plus humaine. Et donc, peut-être, lançons l'idée d'une sécurité sociale du numérique sur nos territoires. Voilà, merci. Merci beaucoup et merci Jacques. Alors, c'est déjà une grande joie de venir pour la première fois au Sicoval, parce qu'on se rencontre souvent dans des rencontres d'élus au niveau national, et effectivement le Sicoval est toujours un modèle. Je pense à Anne-Claire ici présente sur tout ce que vous menez comme opération, et c'est vraiment extrêmement intéressant de partager aussi, parce que je pense que derrière des élus, vous attendez peut-être des questions de vision des choses, et tu as posé les choses, et justement symboliquement, même un cadre de réflexion. C'est peut-être ça qu'on attend aussi de nous, de
savoir vers où on va. Et effectivement, le bilan matière, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant, conséquent. Moi, j'ai cité récemment une conférence à la fac dans laquelle on nous expliquait qu'on ne saurait plus construire avec les matières dont nous disposons aujourd'hui des ordinateurs d'ici 20 à 30 ans. C'est-à-dire que le cours, il était donné à des bacs plus 3, plus 4, dans lesquels on leur disait, vous savez, au milieu de votre carrière, a priori on est parti sur 40 ans, même si on sait qu'elles vont changer et ainsi de suite, mais si on reste sur des vieux modèles, d'ici une vingtaine d'années, on ne saura plus comment faire comme c'est aujourd'hui. Donc évidemment, toutes nos modalités, elles vont évoluer. Et c'est vrai que le bilan matière et la façon dont tu le proposes, alors je ne sais pas le terme, mais en tout cas, il a le mérite d'exister, c'est risque social numérique. Ça fait appel au cycle de vie des matériels, mais ça fait aussi un rappel à notre rapport au numérique de façon générale, parce qu'il y a vraiment une question culturelle sur ces questions-là. Moi, je le répète sans arrêt, le numérique, ça n'est ni virtuel, ni immatériel, ni gratuit. Mais il faut toujours le rappeler, parce que derrière, il y a des êtres humains, ça c'est la première question, ça gère leur vie, et on a totalement consenti à avec des granulations sur le consentement, à consentir à ce qu'elle soit effectivement déléguée au numérique d'une certaine façon. Ça pose plein d'interrogations, plein de réflexions, mais donc elle n'est pas virtuelle, c'est des êtres humains qui organisent leur vie, mais qui aussi font tourner les machines. Et puis elle n'est pas immatérielle, parce que derrière il y a des machines, au premier rang desquelles, évidemment, les terminaux personnels qu'on a, qui vont évoluer vers différentes formes, et elle n'est évidemment pas gratuite, ça je ne ferai ici la question à personne, c'est une évidence. Il y a différentes façons de l'appréhender, mais c'est vrai qu'on a l'impression quand même que cette question du numérique, qui est quand même assez prégnante dans nos vies depuis plusieurs dizaines d'années, parce que c'est pas nouveau quand même comme phénomène. On peut grader effectivement dans l'histoire différentes périodes de l'histoire qui ont vécu des démocratisations diverses. On en vit une avec l'IA qui va être encore plus bouleversante sur plein de questions et plein de questionnements du numérique, parce que finalement se poser la question de l'intelligence artificielle, c'est le nouveau nom du numérique. C'est juste une appréhension différente, elle s'appellera autrement dans pas longtemps, mais en tout cas elle s'appelle comme ça. Ça veut dire des données, ça veut dire des machines, et ça veut dire la régulation de nos vies. Et quand je dis ça, c'est que c'est important. Nous, on a fait une convention citoyenne sur l'intelligence artificielle, et une des deux premières préoccupations des gens, ça a été leur impact matière, leur impact carbone et leur impact de façon générale. Et c'est assez génial de se poser la question comme ça, parce qu'on se rend compte que c'est la première technologie dans l'histoire de l'humanité, je pèse mes mots comme ça de temps en temps, il faut le dire, mais je le dis pour Marc qui rebondira sûrement là-dessus, c'est une première technologie dans l'histoire de l'humanité où on s'intéresse à son empreinte. C'est assez marrant parce qu'on ne s'était jamais interrogé sur quelconque autre. Et alors là, maintenant, avec l'IA, on découvre les data centers. C'est bien, ça nous permet de découvrir l'importance à la fois sur l'empreinte de nos données personnelles, sur notre emprise sur nos vies, sur la vie de la société, sur nos vies personnelles, et puis sur l'impact que ça a effectivement sur le matériel, l'énergie. Et du coup, on découvre, via ce biais notamment de l'IA, tout un tas d'interrogations qu'on doit retracer dans la façon de procéder. Alors moi, je vous le dis très tranquillement, que ce soit au niveau des interfaces, du matériel et du soft, on est vraiment au tout début, au Moyen-Âge de ce qui va se faire. Et la grosse difficulté, c'est justement d'aller voir et de trouver des directions pour le futur, qui ne sont pas évidentes. On en parlait en aparté avec Jacques et Marc tout à l'heure. Nous, aujourd'hui, on est coincés dans nos appels d'offres. Alors oui, on va faire des appels d'offres, et merci encore pour votre intervention qui fait du bien tout à l'heure, parce que donner du sens, c'est quand même important, et c'est fondamental, et notamment en politique, parce qu'à un moment donné, il faut savoir pourquoi on le fait. Mais on est coincé dans nos appels d'offres, on est coincé par une loi qui fait progresser les choses, la loi AGEC avec le réemploi, mais ça nous réinterroge effectivement sur la question du cycle de vie du matériel. Est-ce qu'il vaut mieux pas le prendre neuf et le gérer intégralement pour le réutiliser d'une façon différente? Enfin, il y a plein d'interrogations. Mais ce sens-là et ce cloisonnement dans ces cadres juridiques, ils sont évidents, ils sont certains, mais il faut aussi le dépasser dans la vision qu'on peut en avoir. C'est vrai qu'on vient de visions où c'était le même matériel pour tout le monde, il n'y avait pas forcément d'adaptation, mais comment on se projette? Parce que les technos qui arrivent, je vous dis par exemple sur l'usage même, enfin la techno en elle-même, aujourd'hui l'IA localisée dans les ordinateurs, c'est 16 Go de RAM minimum. 16 Go de RAM, alors je vais faire un petit test, parce que là on est en réel, qui a dans la salle, parce que vous ne le verrez pas en vidéo, mais qui a plus de 16 Go de RAM sur son ordinateur aujourd'hui. Benoît. Avec un ordinateur, avec une dotation d'État, c'est au moins 32, donc il n'y a pas de souci. Non, voilà, donc là on en est là sur la question du matériel. Mais je le dis parce qu'il va falloir arriver à se projeter sur les nouvelles technos et comment on les anticipe et comment on anticipe. Moi, je suis très fan du casque Apple Vision Pro que je ne cesse de citer. D'abord parce que je pense que c'est une révolution des interfaces. On verra si ça l'est ou si ça l'est pas. Par contre, ce qu'on sait des précédentes technologies, c'est que ça ne remplace pas, ça empile.
Et ça empile du matériel supplémentaire qu'on va gérer et qu'il va falloir gérer. Et finalement, je ne sais pas si cette montre est un progrès. En tout cas, c'est une montre à gérer. Voilà. Et l'un dans l'autre, c'est tout un tas de matériel. Et comment on organise cette vision évidemment du cycle de vie du matériel, mais comment on anticipe ses usages et comment ça doit devenir prégnant. C'est pour ça que moi, non pas répondre, parce que je pense que tu lances un sujet qui est extrêmement important, mais comment on conçoit tout ça, comment on arrive à finalement à lui donner un corpus quasi idéologique là pour le coup, parce que plus que là, moi j'ai toujours tendance à dire le numérique c'est politique, mais alors il y a un numérique de droite et un numérique de gauche. Il y a un numérique écolo qui peut être de gauche, je vous fais pas l'histoire sur cette question-là. Moi je vais vous parler d'un numérique de gauche et écolo, ça sera plus simple, comme ça on rentrera pas. Mais oui, finalement oui, parce que derrière il y a des questions de solidarité, derrière il y a des questions effectivement de plus-value, de relation au capitalisme, derrière il y a un certain nombre de choses comme ça. Et là où les collectivités elles ont de l'importance, tu le dis, c'est dans l'expérimentation, c'est peut-être aussi d'en montrer le sens des choses, dans nos rapports à l'écosystème, aux entreprises. Alors nous, nos petites armes réglementaires, au-delà de la loi AGEC, au-delà de avec la loi Rennes, qui a été un progrès, hein, la loi sur la responsabilité numérique, qui a été un progrès. Nous on a adopté une délibération en janvier 2023 sur cette question avec effectivement des ambitions, mais effectivement on a prolongé la durée de vie du matériel, mais on prolongeait la durée de vie du matériel tout en ayant, et merci pour votre intervention, conclu des contrats pour des garanties de 3 ans. On s'aperçoit qu'on les a prolongés de 6 ans. Bon, on va se retrouver dans une petite difficulté à surmonter qu'il va falloir gérer en interne, par interne. Donc on a ces cadres légaux qui sont intéressants et on a aussi la capacité d'expérimentation. Alors on fait des POC, on a aussi la capacité à agir sur notre politique d'achat. C'est important, notre politique d'achat, à travers toutes les clauses qu'on peut influer. On peut influer aussi sur l'écosystème avec notre pouvoir d'animation, notre pouvoir de coordination, et ça se voit sur l'ensemble des collectivités locales. On fait par exemple, nous, un POC avec une société montpelliéraine qui va gérer l'énergie qui est utilisée poste par poste et qui vise à réduire effectivement l'énergie utilisée, mais aussi la durée du matériel, parce que les deux sont liés. Donc il y a ces aspects-là qui sont à prendre en compte. Je vous en donne quelques éléments. Et puis nous, en matière de réemploi, évidemment, on a commencé à travailler pour en donner à des associations, pour les reconvertir, parce que quand on les rend, effectivement, il faut les avoir vidés, il faut gérer la question du système d'exploitation. Enfin, il y a tout un accompagnement à faire, à savoir à qui on les donne aussi. Donc tout ça a été bon, on a essayé de la gérer de la meilleure façon, mais on découvre, comme toutes et tous, ces questions-là, ces questionnements qui, au final, ça paraît simple, et puis, en fait, c'est assez compliqué derrière de le gérer. Et encore merci à Louis pour toutes les initiatives, et notamment à Rinoc pour le groupe de travail auquel on participe, parce que je pense qu'on a besoin énormément, une fois de plus, on est au Moyen-Âge de toutes ces questions-là, et on a vraiment besoin de partager pour trouver les meilleures façons de faire, les meilleures façons de procéder. Mais voilà un peu les questionnements qu'on peut avoir, mais je vous dis toujours dans cette vision, qui est une vision qui va nous amener à la sobriété, mais la sobriété heureuse, parce qu'il faut forcément être heureuse. C'est notre rapport au numérique, en considérant toujours qu'il est prédominant dans nos vies et dans nos relations, mais comment on arrive à y mettre à la fois de la distance et à réguler tout ça. Quand je vous dis ça, moi je suis très très fan, on va faire une journée on a fait des journées sans mail, on va faire une journée déconnexion. Moi je prône le fait de mettre des salles qui soient des cages de Faraday, des salles de réunion qui soient des cages de Faraday, parce qu'à un moment donné, il faut voir qu'est-ce qu'on y fait dans ces réunions, ça peut permettre de poser. On a la question du télétravail. Enfin, la question du numérique, elle est absolument prégnante. Et moi, Jacques, je souscris complètement à l'idée que tu lances. Il nous faut voir repenser les choses sur ces questions-là. Une fois qu'on a ouvert les spectres, maintenant, il va falloir y répondre en partie. Peut-être qu'il faut trouver des cadres pour y répondre, parce qu'on attend toujours beaucoup de la loi, mais il faut savoir que les collectivités locales, et je pense que le SICOVAL en est vraiment une des pierres angulaires sur les expérimentations qu'il peut faire. Et puis, je remercie et refélicite à nouveau la mêlée, parce que c'est comme ça qu'on peut avancer ensemble, mais on a besoin d'expérimentation et on a besoin surtout, je pense, de donner une vision sur ces questions-là. Alors bonjour à tous. Ça fonctionne? Oui. Bonjour. Alors j'ai bien conscience que je suis le dernier rempart entre vous et le déjeuner, donc je vais être relativement bref. Et je vais plutôt rebondir sur tout ce qui a été dit. Tout d'abord, les réunions en cage de Faraday, ça peut être très pratique pour comploter, donc moi je suis pour. Ça, c'est le premier élément. Plus sérieusement, le rôle du politique, c'est quoi le rôle du politique? En fait, je vais parler sans micro. Ah, pour la vidéo. Donc non. Je vais parler avec micro. Le rôle du politique, c'est quoi? C'est de remonter aux sources.
Et il y a une question qu'on ne s'est pas posée collectivement. Tout ce qu'on s'est dit, moi je souscris à tout ce qu'on s'est dit, mais on ne s'est pas posé une seule question, c'est quoi le numérique? Le numérique, c'est quoi? C'est de l'opération par seconde. Les premiers calculateurs, 1938, c'est une société allemande qui s'appelle SUSE. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du 5 opérations par seconde. Le premier à franchir le teraflop, c'est de mémoire, c'est 2000. En 2000, le plus grand supercalculateur au monde, c'est 12 teraflops. Une PlayStation 5, c'est 12 teraflops. Traduction, l'ordinateur le plus puissant au monde de 2000, il vaut moins de 500 € aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Et donc, si je vous dis ça, si je vous dis l'informatique, c'est quoi? C'est juste des opérations par seconde. C'est qu'une fois qu'on a pris cette perspective, on a deux problèmes. Premier problème, la puissance de calcul double tous les 18 mois. C'est la loi de Moore, fondateur d'Intel. Où est passée cette puissance de calcul dans les statistiques de productivité? Comment ça se fait qu'un ordinateur qui double sa puissance tous les 18 mois, comment ça se fait qu'on n'est pas plus rapide, plus productif sur Word aujourd'hui qu'on ne l'était en 1998? Mettez le correcteur orthographique de côté, c'est strictement la même chose. Ça, c'est le premier problème. Et pourquoi c'est un problème? Parce que ça impacte directement la question du numérique responsable. Parce que concrètement, si je double la puissance de calcul tous les 18 mois et pourtant j'ai aucun gain de productivité, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait faire des opérations beaucoup plus complexes pour aucun cas d'usage, aucune amélioration de l'usage. Or, le but de l'informatique, c'est d'améliorer l'usage. Et moi, ma question, elle est toute simple. Premier paradoxe, où est passée cette productivité? Comment ça se fait que Word aujourd'hui, et je cite Word, mais je pourrais citer tous les logiciels possibles, n'est pas plus rapide tous les 18 mois? Et donc là, j'aurai un vrai gain d'usage. Et le deuxième paradoxe qui découle de cela, c'est la question de l'obsolescence programmée. Si je n'ai pas de productivité en plus, comment ça se fait que mes ordinateurs deviennent obsolètes? Si Word ne me permet pas de faire plus de choses dans sa version 365 que dans sa version 98, comment ça se fait que mon ordinateur qui faisait tourner Word 98 n'est pas en capacité de faire fonctionner la nouvelle version de Word? Et ça, c'est tout simple. Et la réponse, on la connaît tous. Elle n'a rien à voir avec la politique. C'est un choix économique. On a régulièrement pensé l'informatique en termes d'outils et non pas en termes d'usage. On ne s'est pas posé la question de savoir qu'est-ce qu'on faisait avec l'ordinateur. On s'est dit, il y a une promesse de modernité, et cette promesse de modernité fait qu'il faut avoir le dernier modèle. Et même quand on s'est rebellé contre ça, même quand on s'est rebellé contre les fabricants d'imprimantes qui faisaient des imprimantes qui étaient avec obsolescence programmée, avec des cartouches qui n'étaient pas compatibles, quelle a été la réponse industrielle à cela? Ça a été la mise à jour de sécurité. Avant, on nous disait c'est plus compatible, il faut acheter une nouvelle version parce que c'est moderne. Aujourd'hui, on nous dit il faut acheter une nouvelle version parce qu'on ne met plus à jour, dans une perspective de sécurité, votre outil. Et donc, votre outil est la cible des hackers et des pirates. Mais ça, c'est la réponse industrielle. Or, on sait aujourd'hui qu'il existe une autre voie et que cette autre voie, c'est les logiciels libres, c'est les logiciels documentés, c'est les API ouvertes, c'est avoir des formats de données qui n'enferment pas l'utilisateur collectivité territoriale dans un système clos. Et ça, c'est le choix qu'on a fait en région Occitanie. En région Occitanie, on a fait un choix qui a été important, et au début on nous a pris pour des fous, et je pèse mon mot quand je dis des fous. On a souhaité sortir d'Office 365. Mais on n'a pas souhaité sortir d'Office 365 par coquetterie ou parce qu'on se prenait pour les Richard Stallman de la Garonne. Ce n'était pas ça notre sujet. Notre sujet, c'est que sortir d'Office 365, c'était nous permettre d'avoir de la souveraineté sur nos données et donc d'avoir des systèmes plus ouverts, plus robustes et qui allaient mieux vieillir. Si vous avez un fichier Word, alors vous avez pensé que je fais une obsession sur Word, mais vous avez un fichier à n'importe quel format fermé, si vous perdez la lentille, si vous perdez le logiciel, vous perdez vos données. C'est le paradoxe Viking. 1976, la NASA envoie 2 sondes sur Mars, c'est les sondes Viking 1 et 2. Ils récupèrent toutes les données sur des grands disques de données. Manque de chance, le logiciel est propriétaire et le lecteur aussi.
Donc aujourd'hui, la NASA a des données qu'elle n'a pas utilisées des sondes Viking et qu'elle est en incapacité d'utiliser parce que le logiciel était protégé. Et qu'aujourd'hui, la boîte qui faisait le logiciel de lecture de ces disques a fermé depuis quelques années, enfin depuis presque 50 ans. Et du coup, les données ne sont pas traitées. S'ils avaient utilisé des systèmes libres, eh bien, on aurait pu facilement utiliser ces données-là. Ça, pour une collectivité qui vit dans le temps long, parce qu'effectivement, une collectivité, c'est lent, mais ça a aussi l'avantage de survivre à tout. Hein. Nos collectivités, nous survivrons collectivement. Ce n'est pas forcément, à part Orange et de quelques entreprises que j'ai entendues, ce n'est pas le cas de beaucoup d'entreprises. On sait que la vie de l'entreprise est escalée, mais l'État, comme les collectivités, survivent. Et donc, la question de la souveraineté de nos données nous permet d'avoir des plans à long terme. Et donc, en région Occitanie, on a choisi de faire ça. On a choisi de sortir d'Office 365 parce qu'on a considéré que c'était le premier échelon de responsabilité sur nos données qui allait permettre de découler, qui allait permettre de créer un certain nombre de choses. Et quand je vous dis ça, finalement, c'est que le numérique responsable, quand on le fait, il y a 2-3 ans, on en est au stade de la bonne volonté. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, le numérique responsable, c'était un peu les happy few un peu écologistes qui s'intéressaient à la question de qu'est-ce qu'on allait faire. Or, on sait malheureusement depuis Adam Smith que l'individu poursuit son intérêt et que si on n'arrive pas à incentiver, si on n'arrive pas à donner de l'intérêt au numérique responsable, on va se retrouver avec des filières qui auront du mal à se consolider, des éléments qui auront du mal à venir dans la filière, parce que les gens, ce qu'ils veulent, on ne va pas se mentir, c'est le dernier iPhone. Ce qu'ils veulent, nous, nos fonctionnaires, nos agents, ce qu'ils veulent, c'est la dernière version du logiciel parce que l'interface est légèrement arrondie, elle est plus carrée. Et ce n'est pas une critique, on est tous comme ça. Moi, le premier, j'adore les UX très fluides. J'aime pas utiliser MS-DOS. Bon. Et ça, c'était il y a 2-3 ans. Or, le contexte international a structurellement changé. Tout à l'heure, vous l'avez dit, un téléphone portable, c'est 2,5 tonnes. Sauf que ces 2,5 tonnes, ça vient d'où? Ça vient de Chine, ça vient d'Afrique, ça vient de Russie. Ça a échappé à personne que la Chine, en ce moment, n'est pas forcément notre meilleur allié en termes de développement de la démocratie libérale. La Russie non plus. Et l'Afrique, aujourd'hui, subit une pression très forte des deux que je viens de citer précédemment. Et donc, ce qui avant était un constat, dans 10 ans, ça sera une nécessité. Nous n'aurons plus accès aux terres rares, nous n'aurons plus accès aux produits qui nous permettent de construire nos téléphones et nos usages. Et on peut le dénoncer, on peut faire l'autruche, mais c'est comme ça. Et là, on aura 2 solutions. Ou bien on sera dans un monde à la Mad Max, où on réparera, on surréparera, on re-réparera nos produits technologiques parce qu'on ne pourra plus avoir accès à de nouveaux outils, ou bien on aura une réflexion d'ensemble, et la réflexion d'ensemble, ça sera de se demander qu'est-ce qu'on fait de nos outils et pourquoi on a des usages, ou pour revenir sur le paradoxe de départ, on a multiplié les outils, multiplié la puissance de calcul, et sans jamais multiplier notre productivité. Et là-dessus, bon, l'avenir n'est pas écrit, on verra ce qu'il en est, mais en tout état de cause, et j'en terminerai par là parce que j'ai été trop long, la solution, elle naîtra aussi, bien sûr, et ça, moi, je suis un fan absolu de cette idée-là, des territoires. Elle naîtra des territoires parce que concrètement, face aux industriels qui ont des stratégies qui sont tout à fait légitimes dans leur logique, face aux États, et je ne parle pas de notre État, qui a quelques défauts sur le sujet, mais peu importe, globalement, il fait quand même le job. Face aux États qui nous sont hostiles, ça sera à partir des usages, et les usages, ils sont dans les territoires, qu'on pourra créer une alternative. Et j'en terminerai en disant que finalement, moi, en région Occitanie, et la présidente de région, la dernière fois, j'en discutais avec elle, la présidente de région, Carole Delga, le disait assez bien, elle disait, mais en fait, la question de l'avenir du numérique, c'est finalement l'avenir de toutes les filières. Et en région Occitanie, on a quand même une chance, et qui est une chance inouïe. C'est que contrairement à ce qu'écrit la loi, on n'a pas 2 métropoles dans le numérique, mais on en a 3. Parce que la 3e, c'est le SICOVAL.
Et non, mais très sincèrement, enfin, vous savez, moi, des fois, je suis dans des ministères à Paris ou je suis dans des forums à Lille et on me dit, oui, région Occitanie, ouais, Manu et Jacques. Bon, je dis oui, bon, il y en a d'autres, mais Montpellier est sur la carte du numérique, le Sicoval est sur la carte du numérique et Toulouse aussi est sur la carte du numérique. Et donc, non, c'est pour l'enregistrement, c'est pour l'enregistrement. C'est pour mon ami Bertrand Cerf, voilà, vous pourrez dire à Bertrand que je l'ai dit. Non, non, mais concrètement, on a la chance d'avoir une collectivité territoriale ici, des collectivités territoriales qui soient innovantes, qui sont à l'avant-garde de ces combats. Et ça, je crois que, et je le dis pour la représentante de Nouvelle-Aquitaine que j'ai croisée tout à l'heure, je crois que c'est une vraie chance qu'on a en Occitanie d'avoir des collectivités qui sont à l'avant-garde. Et je terminerai, je sais que ça fait 2 fois que je dis que je termine, mais là je terminerai vraiment en disant qu'on a une autre chance en Occitanie, c'est bien sûr d'avoir la mêlée. Et la mêlée qui fait des choses sur ce sujet-là, qui fait des choses sur toutes les questions du numérique et qui fait des choses qui sont finalement structurelles dans le temps, puisque on a fêté les 24 ans, 25 ans de la mêlée. 25 ans de la mêlée, voilà. Donc la mêlée est plus jeune que beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup pour votre intervention. Si vous voulez, on a encore un tout petit peu de temps, mais vraiment pas beaucoup. Si vous voulez poser une question, faire une remarque, que ce soit l'État ou d'autres, sur le sujet, voilà, n'hésitez pas. Je peux vous passer le micro. Anne-Claire Dubreuil du Sicoval. Oui, merci à tous pour votre témoignage. Alors, pour aller un petit peu plus loin, Marc, est-ce que la région peut se positionner sur des sujets comme l'accompagnement d'une filière vertueuse à l'échelle régionale, comme on a entendu tout à l'heure Marie-Ève avec l'engagement de la région Aquitaine? Est-ce qu'il y a moyen de s'inspirer? Est-ce qu'il y a des choses à imaginer aussi sur la formation? Parce que derrière, il y a des enjeux de formation, des nouveaux réparateurs, enfin, toute une filière à organiser. Je suis assez direct, hein, c'était un peu l'enjeu de ce matin. Bien sûr. Alors, j'ai pas souhaité faire la liste de tout ce que la région faisait en politique publique parce que comme j'étais le dernier entre vous et le repas, ça aurait duré 5 heures et ça aurait été un peu long pour vous. Mais globalement, sur les questions de formation, oui, la région s'engage et la région va continuer à s'engager et à s'améliorer. La question que nous, on pose dans le cadre du contrat de filière, qui est un peu le document de base sur toute la filière du numérique, qui est une quarantaine d'acteurs, c'est 150 millions d'euros. On est en train de restructurer le contrat de filière pour donner une place plus importante à la question du numérique responsable, plus importante parce qu'il y a la question de la formation, il y a la question de la réutilisation. On a quelques très belles boîtes, on en a écouté, il y en a d'autres, notamment du côté de Montpellier, qui font du rebranding, entre guillemets, enfin de la réutilisation d'éléments, la question de la réparation. Nous, à Région Occitanie, on donne 70 000 ordinateurs par an aux lycéens dans le programme Ordilib. Là-dessus aussi se pose la question, alors on a des problématiques contractuelles aujourd'hui, mais je passerai très vite, mais sur les prochaines versions, les prochaines années, on va pouvoir clarifier ces problématiques pour poser la question de l'usage à long terme, de la possibilité au lycéen qui finit son cursus ou qui a un nouvel ordinateur à la fin de son cursus de pouvoir donner cet ordinateur à des associations. Il y a toutes ces questions-là qu'on est en train d'explorer, qu'on est en train de structurer, qu'on est en train de faire en complément de tout ce que l'on faisait déjà. Mais l'idée, c'est que de toute façon, vous savez, finalement, le numérique responsable, c'est un peu comme quand on était à l'école et qu'on avait comme appréciation « peut mieux faire ». On peut toujours mieux faire et c'est jamais assez. Mais on a été, la région Occitanie a été labellisée niveau 2 de mémoire par l'Institut l'INR, donc l'Institut du numérique responsable. Voilà, plus c'est évident, plus c'est compliqué. Mais on a été niveau 2 de l'INR. Et bien sûr que le champ est immense. Il ne s'agit pas pour moi de dire qu'on fait tout. Mais en tout cas, je pense qu'avec Louis, on va commencer à travailler. On va accélérer le travail que l'on fait. Et notre but, clairement, c'est d'apporter une réponse nouvelles à ces problèmes anciens et qui vont revenir sur le devant de la scène. Merci beaucoup. Alors, c'est pas forcément une question, plus peut-être une inquiétude qui revient sur le terrain, puisque du coup, les associations qui ont porté pour certaines beaucoup de conseillers numériques qui n'ont pas toujours pu se réengager dans un dispositif qui est essentiel, mais qui ne couvre pas forcément tout le territoire et un bon maillage. Ces associations
qu'on représente, on ne les représente pas toutes, mais beaucoup sur les territoires, s'inquiètent parce que la temporalité en fait, de la FNE ne recouvre pas forcément leurs besoins maintenant. C'est maintenant qu'ils font face à des demandes accrues sur le territoire, c'est maintenant qu'ils font face à la dématérialisation, etc. Et ils ont des expertises, ils ont aussi la tête dans le guidon. Répondre à des appels à projets, c'est parfois compliqué, même si on est là, toutes et tous pour les accompagner, c'est pas évident. Donc voilà, nous on est convaincus qu'ils peuvent être des piliers forts de la filière, qui peuvent être des acteurs même sur des réponses de formation entre eux, mais avec pour les agents, etc., sur ces questions des numériques. Mais il y a un vrai besoin et voilà, on aimerait interroger sur les réponses possibles. Oui, peut-être quelques mots sur ce sujet, puisque c'est un sujet qu'on porte au national, qu'on a porté particulièrement, et là, dans le cadre d'un regroupement de toutes les associations d'élus, qu'on appelle la Belle Alliance, Association des maires, Interco de France, France urbaine, la VICA, etc., la MRF aussi. On a porté un double message. La nécessité de ne laisser aucun territoire au bord du chemin. C'est un message d'ailleurs qui est repris dans France Numérique Ensemble. Et puis la nécessité de trouver en fait un modèle financier, il faut le nerf de la guerre, dans la continuité, et c'est pour ça que je l'ai mentionné, donc de la politique qu'avait d'ailleurs conduite Cédric O et qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, qu'on n'a retrouvé ni avec Jean-Noël Barrot, ni avec la secrétaire d'État en charge du numérique, donc c'est Marina Ferrari, qu'on n'a pas d'ailleurs réussi encore à rencontrer au niveau national. Il est vrai qu'autant on a considéré qu'on avait un tant soit peu réussi avec France Numérique Ensemble, avec autour de la table, et à juste titre, donc, de très nombreuses associations, en lien aussi avec l'État, département particulièrement, hein, et puis les collectivités territoriales. Autant sur le déblocage des fonds pour garantir la pérennisation des postes de conseillers numériques, mais au-delà, pour garantir en fait l'action en matière d'inclusion numérique, là on est loin du compte. Et lorsque je mentionnais la notion de sécurité sociale du numérique, je mentionnais aussi ce principe de solidarité, et y compris donc dans le cadre d'un partenariat public-privé. C'est-à-dire, faute d'avoir finalement un État qui nous aide, avec des fonds qui descendent sur les territoires depuis le national, et donc ces fonds issus de la contribution de la nation, donc à la fois des ménages mais aussi des entreprises, il nous faut organiser sur notre territoire cette solidarité, et y compris financière. Ce n'est pas simple, mais je pense que c'est nécessaire, incontournable. Et donc derrière ce mot de sécurité sociale du numérique, il y a aussi cette contribution de tous à organiser pour garantir les moyens, les développer, et à juste raison. Et là, je pense que l'opportunité de la feuille de route France Numérique Ensemble est grande, à la fois pour couvrir tout le territoire, montrer quelles sont effectivement les donc zones blanches en quelque sorte, et donc mettre en évidence quels sont les besoins correspondants, mais aussi faire passer des messages, et notamment ceux du numérique responsable. Donc il y a vraiment là un moment extrêmement privilégié pour poser les bonnes questions, et y compris en relation avec les services de l'État. S'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie, messieurs les élus, pour ce partage. Merci aussi à toutes les intervenantes et intervenants d'aujourd'hui, aux participants. Donc on revient vers vous, du coup, pour la suite de cette initiative régionale pour le développement du reconditionné au service de l'inclusion numérique en Occitanie.